C'est M. Kwasi Echel qui nous accompagne. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité. Nous parlons avec lui de la pression financière et l'exemple, Salif Keïta, que vous connaissez bien. Et donc, Abidjan avec la galère. Il chantait voilà, dans les rues. Il ne s'est pas arrêté là. On continue. Donc, comme j'étais en train de le dire, un de mes amis qui me disait comme ça que il partait à toutes les cérémonies où Salif Keïta intervenait. Ok, à l'époque. Voilà, à l'époque où les gens se moquaient de lui, à Bobo, à Trècheville, partout il y avait une cérémonie comme un anniversaire, un mariage et autres. Les gens invitaient Salif et là, il jouait et puis il chantait. Et mais quelque part, ce n'était pas ce grand artiste d'aujourd'hui. Il avait des difficultés, mais ces difficultés ne l'ont pas amené à s'asseoir. Voyez un peu la différence quelque part entre ceux qui arrivent à atteindre leurs objectifs et ceux qui ne les atteignent pas. Vous pouvez vous assigner des objectifs, mais sachez que vous allez rencontrer quelque part, pendant que vous êtes en train de parcourir ce chemin, des difficultés. Mais ces difficultés ne doivent pas vous arrêter. Ainsi, Salif va continuer à jouer et en 78, 10 ans après de galère, 10 ans de difficultés, 10 ans où il a quitté sa famille qu'il avait rejetée, il sort son premier album. Manchou. Et c'est seulement en 80, 2 ans après le premier album, que Salif va commencer à connaître le succès. Et là, il part aux États-Unis. Et c'est là que les portes des... Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dit comme ça que quand on l'a chassé de la famille, il n'a pas eu peur de dormir dans les rues parce qu'il savait qu'un jour, sa passion allait l'amener dans les rues des États-Unis. Et effectivement, 12 ans après qu'il ait subi, après qu'il ait connu des difficultés de tout genre, financières et de tout genre, cela va l'amener à avoir les portes du monde ouvertes au devant de lui. Et il va se retrouver aux États-Unis. Il va se retrouver à Paris. À Paris même, ça a été un succès indéniable. Là-bas, il représentait l'Afrique en parlant de ceux qui chantent dans le, comment on appelle, le patois africain. Il a été l'une des personnes qui a été le plus en vogue à Paris. Et c'est là même qu'il va penser à comment créer un studio de production au Mali, afin qu'il puisse aider quelqu'un qui était dans les rues hier, aujourd'hui est en train de penser comment aider ses jeunes frères au Mali. Et c'est comme ça qu'il crée le studio qui fonctionne jusqu'aujourd'hui. Et ce studio a enregistré plusieurs autres artistes. Il est en train d'aider. Sachez-le, si aujourd'hui, vous pouvez, je dirais, être fort pour surmonter les difficultés, les pressions financières qui sont au devant de vous, alors demain, vous verrez que l'argent même que vous poursuivez aujourd'hui va vous pourchasser. C'est seulement des hommes forts qui deviennent de grands hommes demain. Forts dans la tête. Forts dans la tête, ok? C'est des gens qui n'abandonnent pas aux premiers obstacles. J'ai dit un jour à quelqu'un qui était venu me voir, je lui ai dit que quand on parle de ceux qui arrivent en haut, c'est seulement ceux qui prennent les marches de l'escalier. C'est difficile de gravir les échelons, de monter, parce que vous faites des efforts. Donc, c'est des obstacles. Les marches même de l'escalier sont des obstacles. Mais en affrontant ces obstacles, vous allez vous retrouver juste en haut. C'est pour dire qu'il y a toujours des obstacles qui seront au devant de vous. Mais effectivement, ce sont les obstacles qui vont faire la différence entre vous et celui qui va s'asseoir pour pleurer. Et parce que quand vous affrontez ce qui est difficile, ce qui est... Regardez un peu. Dans les entreprises aujourd'hui, quand les difficultés viennent, quand les pressions financières viennent, au lieu que les gens fassent un peu comme Salif Keïta, qui n'a pas regardé aux difficultés financières, mais qui a affronté la vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils deviennent amers avec eux-mêmes. Quand ils ont l'argent, ils sont vraiment joyeux, mais le jour où ils ont une petite pression financière, alors ils deviennent amers. Et tout le monde sent. Quand ils arrivent au boulot, vous regardez son visage, vous la saluez, elle n'a pratiquement pas envie de répondre. Et cela va faire que plusieurs, vous voyez le grand pourcentage de ceux qui perdent leur boulot en Afrique aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions. Quand ils ont une pression financière, cette pression se fait voir facilement sur leur visage. Ils sont dans la dépression et ils sont amers avec tous ceux qui sont autour d'eux. Et cela donc va faire que
Vous voyez, la société n'aime pas les gens qui sont amers. Et donc, vous devenez désagréable. Voilà, vous devenez désagréable. Et cela va donc faire que votre patron sera obligé un jour de vous dire, ok, excusez-moi madame, excusez-moi monsieur, mais nous n'avons plus besoin de vos services. Il faudrait que nous arrivions mentalement à surmonter nos émotions. Parce que les émotions, quand elles proviennent de cette difficulté financière, quand vous n'arrivez pas à les gérer, elles vont commencer à vous donner d'être quelqu'un de colérique. Vous allez commencer à manifester cette colère et quelque part, vos mains même, ce que vos mains vont commencer à toucher, vous allez voir que cela, ça ne produira rien. Voilà, ça ne produira rien parce que le succès commence d'abord par votre mentalité. Ce qui veut dire que lorsque vous avez donc ces pressions financières et d'autres pressions, parce qu'il y a, on peut certes associer aux pressions financières, parce que nous parlons du cas de Salif, le père riche, la famille riche, mais qui se retrouve dans la rue, qui se retrouve et même vient à Abidjan avec cette galère-là, et puis demain, et puis un bon matin, paf, le succès à sa porte. Il a eu du travail à faire, il a été très très fort dans la tête, il n'a pas regardé l'environnement, l'entourage, il n'a pas été amer pour regretter ou pour détester son père, mais il est allé de l'avant. Et c'est souvent cela qui manque. C'est effectivement cela qui manque. Et en plus, il a eu la passion d'aider les autres. Voilà, c'est très important. La passion d'aider. C'est cela qui manque. Je vais toujours le répéter. Quand vous voyez quelqu'un qui a réussi aujourd'hui, allez toujours dans son histoire. Et dans son histoire, vous vous rendrez compte que près de 99% de ceux qui ont réussi sont des gens qui sont très forts dans la tête. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a dit comme ça que les difficultés qu'il a connues, financièrement parlé, il n'avait jamais pensé qu'il serait à ce stade où il est aujourd'hui. Il est très très fortuné, mais il a dit une chose, il dit l'une des choses communes chez tous ceux qui ont réussi, c'est que pendant qu'ils ont des pressions financières, ils font une pression sur eux-mêmes pour ne jamais exprimer cette pression au devant des gens. Ils vont toujours être forts mentalement pour se dire, demain sera beau, demain sera agréable, même si aujourd'hui, je n'ai pas ce que je veux, je ne suis pas au stade que je veux, mais je sais une chose, demain, je parviendrai à devenir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Et cela parle de la passion. La passion est ce qui nous motive. Comment vient la passion? Regardez un peu Salif Keita. Salif Keita va commencer à côtoyer, quand ils ont refusé qu'il devienne instituteur, il va commencer à côtoyer ceux qui sont des chanteurs. Et il va commencer donc à aimer cela. Et il dit, pourquoi ne pas je dirais, me lancer dans la musique. Il a donc commencé à avoir la passion de la musique. Cela donc parle de connaissance. Il a commencé à avoir la connaissance de la musique et il s'est dit, pourquoi ne pas me lancer dans ce domaine? Ça me réussira. La connaissance est ce qui crée la passion. Et quand la passion vient, cette passion crée en vous la décision. Et c'est la décision qui va créer la motivation. Et la motivation va créer une attitude en vous. Et l'attitude qui est en vous va créer un caractère. Et c'est le caractère fort qui crée le succès. Je reprends. La connaissance que vous allez recevoir va créer en vous la passion. Et c'est la passion qui va créer la décision. Vous voyez que quand Salif Keita a été passionné, il s'est dit que c'est la musique que je veux faire. Alors cela a créé la décision. Et quand une décision vient d'une passion, quand ça ne vient pas d'une tierce personne qui vient vous forcer, mais quand ça vient de l'intérieur de vous, par la passion que vous avez, alors cette décision est irrévocable. Personne ne peut venir vous faire changer de chemin. Donc la décision va créer la motivation. Okay? Et cette motivation ferme les yeux au monde extérieur. C'est cette motivation qui fait que vous pouvez affronter la rue, vous pouvez affronter les difficultés. Parce que si vous n'êtes pas motivé, alors aux premiers obstacles, vous laissez tout tomber. C'est ainsi que plusieurs sont morts sans avoir réalisé leur objectif parce que quelque part, on les a forcés à être là où ils sont, et on les a forcés à se lancer dans un domaine et tout ce qui est forcé ne réussit jamais. C'est ce qui sort humainement et naturellement de vous, voilà ce qui réussit. Et donc la décision crée la motivation et c'est la motivation qui va créer l'attitude que vous allez avoir. Cette attitude de vouloir réussir, cette attitude de vouloir aller de l'avant. Et c'est l'attitude qui créera le caractère fort. C'est le caractère qui va faire que quand les gens vont dire, écoute,
là, ce n'est pas facile. Tous ceux qui ont essayé ont tous échoué. Vous leur dites non. Ils ont échoué, mais est-ce qu'il y a des gens qui ont réussi dans ce domaine? C'est ainsi. S'il y en a, c'est que je peux. Quand on devait passer les examens du bac, les gens ont dit qu'on ne fait pas le bac une seule fois. Et moi, j'ai posé la question de savoir, est-ce que le bac peut être fait une seule fois? On dit qu'il y a des gens qui ont fait, mais ils sont rares. Je dis, je suis parmi ces gens rares. Et c'est ainsi la vie. Donc, le caractère fort en vous va faire qu'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. Quel que soit ce qui vient au devant de vous, vous ne voyez plus cela comme un obstacle. Donc, les difficultés que Salif Keita allait connaître, il avait déjà un caractère qui avait lui donné de surmonter ces difficultés, de surmonter ces pressions. Parce qu'on le dit, c'est comme si c'est facile. Il y a des gens qui me rencontrent qui disent, ah, quand vous parlez, c'est comme si c'est facile. Ce n'est jamais facile. Salif Keita quitte un château, il quitte là où tout était bon vivre, il a la climatisation, il avait tout, il quitte cela et il retrouve la rue. C'est jamais facile. Pour dire que le succès, c'est seulement pour ceux qui sont forts dans la tête. C'est jamais facile, mais quand vous avez le caractère du succès en vous et que vous vous dites, quels que soient les aléas, quels que soient les obstacles, moi je sais une chose, je réussirai, alors vous deviendrez comme Salif Keita, vous aurez des choras, vous aurez des le concerts monde entier vous célébrera. Partout. Salif Keita, je vais terminer en disant que partout où il s'en va, les présidents même l'accueillent. Non, c'est clair. Les présidents l'accueillent, quelqu'un qui était dans les rues. Donc les présidents peuvent vous accueillir vous aussi demain si seulement vous vous dites ma passion sera réalisée, ça se changera en réalité. Et simplement, avec cette motivation, demain sera bon pour vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Vous êtes M. Kwasi Echel, conférencier. Vous parliez aujourd'hui de la pression financière qu'a de Salif Keita. Pour terminer, vos contacts. Je suis au 09 60 24 09 60 24 09 et le 05 07 42 55 05 07 42 55. Merci d'être venu. Merci et à bientôt, aussi. évidemment, sur l'antenne. Tout de suite, essayons de partir à Samo. Nous partons du moins à Samo. Samo, petit village situé donc sur la voie. Pour ceux qui prennent Adiaké, c'est cela, Beaunois. Vous avez donc ce village-là. C'est un élément de Philomène Draman qui parle des difficultés que les femmes rencontrent pour obtenir donc des marchandises et l'insuffisance des places dans les marchés. Regardez, on se retrouve juste après à suivre l'entretien que nous aurons avec le docteur Kassoro pour parler des similitudes entre les langues de Côte d'Ivoire et celles des pays voisins. À tout de suite. Ni de magasins, des marchandises étalées sur des tables, des femmes assises sous des parasols. Voici le décor qu'affiche ce marché de Samo. C'est comme ça. C'est depuis on est ici, c'est comme ça on a commencé à vendre. C'est sous parasol, on est toujours. Nos bois ici, là même là, on ne fait pas. Pas faire un patable. Cet aspect n'enlève surtout rien à la détermination de cette dame. On s'en brousse, pas les pays. Brousse, l'Arabia, AC, Kaoukro, Kofikro. Un pays là-bas pour venir vendre. Un peu plus loin, on a ces pains communément appelés pains sucrés. C'est possible ici. Le pain sucré peut se transformer en shawarma dit ghanéen. On grille et flat et puis on met dans le pain sucré, 1 à 150. On met dans le pain, ça fait 250. Shawarma gagné. À Samo, il fait bon vivre et les populations vivent en parfaite harmonie. On vit en parfaite communauté. Il y a les Dula, les Togolais, les Béninois, les Malinqués. Voilà, il y a toutes sortes d'ethnies à Samo. C'est un village carrefour et puis c'est un village aussi animé. Voilà, donc. Animé, comment essayer de nous expliquer? Bon, ici, il y a les maquis, il y a la vie. Il y a des jeunes qui quittent Abidjan pour venir ici pour travailler. Donc, ça anime un peu le village. Samo, village abouré situé à 9 km de Beaunois.
Voilà, de retour de Samo. Docteur Kassoro, bonjour. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Ça va très bien. Vous êtes ethnologue? Anthroposociologue. Sorry. Alors, voilà, c'est la anthroposociologue, j'ai bien lu. Et vous êtes à fond, vraiment à fond, dans tout ce qui est culturel, surtout parlant d'Afrique, d'ethnie. Et on a ce document que je vais présenter donc aux téléspectateurs. Les ethnies d'Afrique, la Côte d'Ivoire, ethnoculturelle. C'est un document à voir, absolument. Vous apprendrez pas mal de choses sur les différentes aires culturelles de notre pays et évidemment sur les ethnies que nous retrouvons en Côte d'Ivoire, qui se retrouvent évidemment ailleurs. Alors, parlons d'abord de la Côte d'Ivoire. Une soixantaine. On a eu toujours cette information. C'est dommage. Une soixantaine d'ethnies ou plus d'une soixantaine d'ethnies ou moins. Moins d'ethnies. Parce que normalement, certaines ethnies ont été confondues. Il y a eu des peuples qui ont été assimilés à des ethnies. C'est pour cela qu'il faut faire la part des choses. Un peuple est différent d'une ethnie. Parce qu'une ethnie est une négociation historique qui est le regroupement de plusieurs peuples. Une ethnie. Une ethnie. Donc, forcément... Et un peuple? Un peuple, justement, c'est le regroupement de plusieurs tribus qui sont constitutifs, justement, des clans qui fondent des villages. C'est comme ça que ça se passe. Mais les gens, le plus souvent, c'est un concept qui est devenu évanescent. Les gens emploient peuple pour ethnie, tribu. C'est pour ça qu'on parle de tribalisme. Mais tribalisme, c'est au niveau de la tribu. Je prends par exemple l'exemple du peuple baoulé, plus précisément, enfin l'ethnie baoulé et le peuple nzikli. Alors donc on dit l'ethnie baoulé et le peuple nzikli. C'est le Didier. Ça c'est la tribu en fait. Non, ça c'est le peuple. Je veux dire de façon commune, le citoyen lambda, pour mieux comprendre, dirait l'ethnie baoulé. Non, du moins le peuple baoulé. Non, l'ethnie baoulé. Parce que l'ethnie, c'est un concept. Enfin, c'est le regroupement de plusieurs peuples. Parce qu'à l'intérieur de l'ethnie, il y a beaucoup de peuples. Comme par exemple, je prends le cas des Bété. L'ethnie Bété, à l'intérieur de cette ethnie, il y a les Badi, il y a les Edi, il y a les Abia. Donc ça, ce sont les peuples. Ça, ce sont les peuples de l'ethnie Bété. Quelquefois même, c'est tellement bien fait au niveau des Bété, c'est que on a comme l'impression que on peut mieux comprendre la différence entre l'ethnie et le peuple, parce que quelquefois, il y a Yokolo, qui sont un peuple de l'ethnie Bété, ne se comprennent pas avec les Bobo, forcément, qui sont un peuple de l'ethnie Bété, qui ne se comprennent pas avec comment on appelle, les Guébiers, qui sont un peuple de l'ethnie Bété, encore que les Guébiers ont une particularité, parce qu'ils sont entre les deux. Entre deux ethnies, les Bété et les Dida. Alors, cette base était très importante. Et voilà. Il fallait l'éclairer d'abord. Mettre ces jalons-là. Maintenant que cela est fait, similitude entre les ethnies de Côte d'Ivoire et celles d'ailleurs. Parlons de similitude de façon, je vais dire de façon tout de go comme ça. Il y a certains mots que l'on retrouve tantôt au sud, tantôt au nord, mais évidemment la prononciation, le contexte peut différer. Oui. A priori, les similitudes se font au niveau des aires linguistiques. C'est-à-dire, on regroupe toutes les ethnies qui appartiennent à la même aire linguistique. Déjà, c'est quoi une aire linguistique c'est un grand groupement. Comme l'ethnie l'est pour les peuples, l'aire linguistique l'est pour les ethnies. Comme par exemple l'aire linguistique Krou, à l'intérieur de cette aire linguistique, il y a les ethnies Bété, il y a les ethnies Oué, il y a les ethnies Nyabois, il y a les ethnies Sokuya, il y a les ethnies Nigbeyo, qui sont les différentes ethnies de l'aire linguistique Krou. Je prends le cas de la civilisation Kwa. La civilisation Kwa, par exemple, à laquelle vous appartenez. il y a Kwa lagunaire, et puis il y a Kwa Kan. À l'intérieur des Kwa lagunaires, il y a les Adjukrou. Les Kwa, ça vient d'où? Les Kwa, c'est une grande civilisation qui quitte l'est de la Côte d'Ivoire, l'est et le centre de la Côte d'Ivoire, jusqu'au Cameroun. Et à l'intérieur de cette aire linguistique, il y a beaucoup d'ethnies. Donc, cette aire linguistique se subdivise en deux, parce qu'il y a des formes de gestion du pouvoir politique qui sont différentes et qui permettent d'identifier certaines par rapport à d'autres. Comme par exemple, les lagunaires sont les sociétés à classe d'âge. Par contre, les Kouakans sont les sociétés monarchiques. Donc, de la même appartenance linguistique, on a
des différences au niveau de la gestion du pouvoir politique, qu'on gagnerait à connaître d'ailleurs même. On reviendra sur ces similitudes, puisque là, vous avez déjà mis le pied dans le plat en disant que les Kwa, ça part de l'Est de la Côte d'Ivoire jusqu'au Cameroun. Oui. Alors, la Côte d'Ivoire est divisée en combien d'aires linguistiques? 6 aires linguistiques. Normalement, c'est 4 grandes aires, mais il y a 2 aires qui se subdivisent, comme par exemple l'aire Mandé. À l'intérieur de cette aire Mandé, il y a les Mandés du Nord, les Mandés du Sud. Bon, on les appelle communément dans notre jargon associatif les Mandés Tan, pour dire ceux du Nord, les Mandés Vous, pour dire ceux du Sud. À l'intérieur de cette subdivision, il y a des ethnies. Par contre, les Mandés Nord, ils ont une seule ethnie, c'est les Malinké, mais il y a beaucoup de peuples à l'intérieur. Hein. Il y a les Koya, les Maouka, les Bielou, les Nigbi, les Koyaka, j'ai déjà cité, les Sarala, les Koro, il y a beaucoup de peuples. Hein, les Barala, qui sont à l'intérieur même de ces peuples encore. Il y a les Mébianga, encore que les gens de Ségala disent qu'ils ne sont pas Koyak, qui sont Baakoka. Mais ça encore, c'est un débat que nous sommes en train de faire avec eux. Mais je pense qu'à l'intérieur de chaque ethnie, il y a beaucoup de peuples. Et une autre ère linguistique qui se subdivise en deux aussi, c'est celle que je viens de citer, la civilisation Kwa. Elle se divise en Kwa-Akan. Et Kwa-la-Guinée. Alors, donc, nous avons les Mandés, les Kwa, et puis vous avez parlé de... D'accord. Et puis les Gours. Les Gours. Bon, les xénophobes n'aiment pas tellement ce terme, mais c'est un terme qui s'est imposé. Est-ce que c'est le préfixe de gourmandier, qui est une ethnie de cette ère linguistique-là qu'on a pris? Mais les xénophobes préfèrent dire, d'ailleurs même ils n'aiment pas le mot xénophobe, ils disent que c'est Sienambélé. Parce que faux, c'est en malinké. Okay. Ceux qui parlent le siénan, c'est ça qui veut dire siénan fort. Donc l'ethnie véritable, c'est le siénan. En fait, ça c'est la langue. La langue. Parce que l'ethnie et la langue aussi c'est différent. C'est différent. Parce que dans l'ethnie, on a pas mal de choses à apprendre. Oui, dans l'ethnie, il y a d'abord le peuple, les hommes. En fait, les hommes. Il y a les cultures transportées. Oui. Et puis il y a la langue avec laquelle ils s'expriment pour communiquer. Donc vous avez vu que la langue est un élément de l'ethnie. Wow. Alors, les similitudes entre ces 4 ères. Alors, d'abord, parce que le fait... Pour démontrer en fait que nous sommes un seul et même peuple. Oui, normalement, nous sommes un seul et même peuple. C'est encore... Vous avez vu qu'on utilise le mot peuple voilà, de façon... oui, ça dit que... De façon peut-être courante, cela donc apparaît comme ça. Alors, qu'est-ce que je devrais dire? Bon, nous sommes dans un pays... D'abord, justement, nous sommes le pays dans lequel nous sommes le produit de la balkanisation de notre continent par les Occidentaux. Oui. Donc, on a mis ensemble des identités différentes. Et ces identités différentes se connaissaient déjà parce que en 1893, où on a eu ce qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire, parce que depuis la conférence de Berlin jusqu'à aujourd'hui... Évidemment, donc les je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pour dire qu'il y a 4 grandes civilisations. La civilisation Kwa, qui a une société monarchique où il y a des royaumes, et des classes d'âge aussi dans les Kwa lagunaires. La société Gour, qui est une société, comment on appelle, fédérative, mais quelquefois matrilinéaire, comme les Kwa. Et puis la société Mandé, qui est une société patriarcale. Puis la société Krou, qui est une société patriarcale. Mais à l'intérieur de cette société patriarcale, il y a une dimension matriclanique. Donc, toutes ces choses-là permettent déjà de créer les conditions de rapprochement. Et nous avons quelque chose d'important en Afrique, en général, mais en Côte d'Ivoire, ce qu'on appelle les alliances interethniques. Ça permet justement de se rapprocher, de se connaître, de se fréquenter. Donc, par rapport au fait que nous sommes regroupés dans ces 322 462 km², bon, les civilisations se sont déjà fréquentées avant que la Côte d'Ivoire ne vienne, parce qu'elles étaient là déjà. Bien sûr, avant que le nom Côte d'Ivoire soit... C'est la Côte d'Ivoire qui est venue nous trouver. Nous, on était déjà là. Les Bété étaient déjà là, les Malinké étaient déjà là, les Baoulés étaient déjà là. Et la Côte d'Ivoire est venue nous trouver. Donc, ces populations ont déjà appris à se connaître. Donc, je pense qu'elles sont rentrées dans des relations... comme vous avez dit, avec les alliances. L'alliance de mariage. Ça consolidait, en fait. Voilà, ça consolidait le noyau. Et puis, bon, aujourd'hui, les personnes vivent ensemble depuis des lustres. Alors, donc, si nous revenons à ce que vous disiez tout à l'heure, qu'on retrouve certaines traces de civilisation Kwa au Cameroun, essayons de parler un peu de cela. Parce qu'il y a certains mots... certaines civilisations, certains mots, certaines façons de faire, certaines mœurs même, que vous retrouvez dans d'autres pays africains. On se dit, mais finalement,
on est un seul peuple, où il y a eu des déplacements. Comment ça se passe? Oui, ça dit certains associent cela à l'Égypte antique, enfin bon. Oui, bon, on serait tous venus de l'Égypte. Hein. On serait. Parce que les Baoulés disent Ounia, donc ça veut dire que dans leur mythe, ils sont venus de la région du désert et tout ça, ils sont venus s'installer ici. On a eu aussi le mythe de la reine Pokou, enfin la légende de la reine Pokou, hein, qui a créé les conditions de la civilisation baoulais. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire, mais je vais dire qu'il y a par exemple le port de la Hotte chez les Dida. Le port de la Hotte, et puis chez les Béké au Gabon. Chez les Béké. La Hotte, c'est ce qu'on porte. Oui, d'accord, vous avez dit au Gabon. Au Gabon. Et l'ethnie s'appelle Béké. Bété. Béké. Béké. Béké, voilà. Ok, d'accord. Donc, je vais dire que c'est Béké, oui, je pense. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de similitudes en matière, justement, de gestion économique par rapport au port, justement, des bagages en venant. Mais je veux dire, la Hotte, c'est un rotin, c'est du rotin. C'est du rotin, c'est un rotin. Mais et le rotin, on le trouve partout. Est-ce que ce n'est justement pas parce que... pourquoi d'autres peuples n'ont pas porté? Les Baoulés pourraient porter aussi la Hotte, puisqu'on le retrouve aussi dans leur univers géographique. C'est vrai. Donc, je veux dire que c'est une pratique. Et par rapport à ça, je vais parler par exemple au niveau linguistique, par exemple les Sénoufos et puis les Bétés. Enfin, les Bétés en général, ils ont à peu près le même mot. Pour désigner la mort, kou. Pour désigner l'eau, nous. C'est la même chose. Donc il y a beaucoup de similitudes. A priori, les Sénoufos appartiennent à l'ère linguistique gour, les Bétés à l'ère linguistique krou. Donc a priori, ils sont deux sociétés différentes. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans plusieurs aspects des sociétés qui avons eu des échanges, des contacts, et forcément, il y a eu beaucoup d'emprunts culturels. Et les réalités et le fait même d'être à proximité d'autres civilisations a créé les conditions aussi de la connaissance des uns des autres. Et cette réalité, c'est une autre réalité pour nous. Il est 7h30, c'est encore une autre page publicitaire. À tout de suite.